Bonjour. Bonjour. Merci pour votre participation à cette Agora Alter de notre fédération Alter. Vous pouvez m'aider à le définir Alter, je vous le dis à chaque fois. Lien, trauma et résilience. Lien, trauma et résilience, merci. Merci. Donc, cette année, nous nous traitons tous les rapports entre l'art et les psychotraumatismes. Nous avons des remerciements à faire d'abord à des donateurs, une association de recherche niçoise, et puis la société RDMN Concept, que vous connaissez probablement pas, est une société créée par Richard Mille, qui fait des montres de luxe en Suisse, qui sont connues dans le monde du sport et des collections de voitures, etc., et qui par ailleurs a un certain nombre d'actions humanitaires auprès des enfants malades et auprès des traumatismes et sont assez sensibles à la cause des psychotraumatismes. Bien, merci. Aujourd'hui, ça. Et puis, l'autre annonce que j'ai à faire, parce que j'aime autant le faire tout de suite, c'est que notre prochaine Agora sera le 8 juin à 18h, au même endroit, et sera l'exposé des activités, des travaux de Pablo Gershonic, qui est d'origine argentine, qui est marionnettiste, c'est Jean-Michel Koch qui nous l'amène. Et qui présentera des maquettes, des marionnettes. Ces marionnettes et maquettes, on va dire, qui viennent topographier la question du psychotrauma. Voilà. Son psychotrauma, parce qu'il est comme. Voilà, et il l'a créé, il y a une vidéo tout à fait intéressante qu'il nous avait envoyée, qu'on essaiera de mettre sur le site, où il a montré comment dans la suite de un de ses événements, le décès de son père en Argentine, il a créé ça et il organise des séminaires sur une semaine où les gens créent comme une espèce de boîte avec des marionnettes, tu vois, où ils revivent, retravaillent, partagent la psychotraumatisme. Donc, ça sera une façon d'aborder un peu la dimension plus art-thérapie que nous n'avons pas abordée jusqu'à maintenant. Par la suite, il y aura d'autres objectifs d'art-thérapie et puis aussi le cinéma et très probablement une projection autour du cinéma et des documentaires en fin d'année, après la journée Françoise Godetsky qui sera le lundi 13 novembre au Sénat, en demi-journée à partir de 14h, et où nous pourrons annoncer ce ciné-débat qui partage, où il y aura un certain nombre de personnes, un film, et puis des réalisateurs, Fabienne Servan-Schreiber, Cécile Allegra, très probablement. Nous sommes en train de solliciter Virginie Efira, le réalisateur de la série En thérapie, et puis aussi Olivier Pourriol, Rachid Ami, qui ont fait ce beau film pour la France, qui est paru récemment. Aujourd'hui, merci à Yves Sarfati de bien avoir voulu nous parler de son travail actuel. Donc, Yves est un psychiatre, professeur d'université, qui a choisi des aventures plus intellectuelles et plus libres que uniquement sa fonction primaire. Et qui travaille beaucoup autour de l'art, et puis aussi tu fais des quantités de choses pour former les internes, pour stimuler beaucoup de pensées aussi entre les neurosciences et la psychanalyse. Donc tu es psychiatre et psychanalyste, chercheur sur l'art, en ce moment en résidence à la Fondation Hartung à Antibes, et tu vas donc nous parler aujourd'hui de Hans Hartung et du traitement qu'il a fait de ses propres blessures. Et puis, tu as travaillé beaucoup sur Gustave Courbet, sur Whistler, et puis des quantités d'autres choses. Et là, Hartung, je pense, sera l'objet d'un livre. Oui. Et la conférence sera donc enregistrée et disponible sur notre chaîne YouTube. Merci, Yves. Je me disais pour nos amis par visio, qu'avec un peu de lumière, ils verraient mieux peut-être. Écran. Voilà, je pense que c'est bien. Oui, mais de toute façon, il voit l'écran. Oui, mais de toute façon, il voit l'écran en partage, mais un petit peu. C'était un peu dans le noir, je trouve. Voilà, diaporama.
Je suis ravie pour vous que vous entendiez Yves, qui est un orateur convaincant, drôle, brillant. Et on est ravis de ce cadeau qu'il nous fait. Même si le sujet n'est pas drôle et riant, je vais essayer de vous y... C'est bon, et je peux passer oui, voilà, un peu de lumière. Bien, bonjour à tous nos amis derrière l'écran. J'ai un bonjour spécial à Nathalie Feuché, et à Geneviève Welch, voilà, qui, je sais, sont derrière leur écran, et à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Et puis merci d'avoir organisé et d'être présent quand même pour quelques-uns d'entre vous ces rencontres. À propos, en effet, d'un peintre, merci particulièrement à Brigitte Rémy, toujours extrêmement dynamique dans les organisations et qui me vaut de découvrir de nouveaux lieux. Récemment, c'était la fondation à Nice Lamballe. Et aujourd'hui, ce pôle universitaire. Avec Florence, ah oui, Florence. Qui va et bonjour à tous, bonjour Yves, merci. Bonjour Florence, bonjour. Bonjour, désolée de ne pas être avec vous, je le regrette bien. Bon. Mais actuellement, c'est un peu compliqué de voyager, donc j'ai préféré rester à Nice pour cette session. Je suis bien désolée. Bon, en tout cas, merci encore d'être avec nous. Vivant comme si on y était. Et donc, c'est l'occasion de retrouver des amis, des confrères de Versailles. Ça commence à faire un bail. Et du coup, effectivement, voilà, vous avez à l'écran le personnage dont nous allons parler. La photo de 44, juste avant son traumatisme. La feuille de 1945. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un historien de l'art qui a publié tout un ouvrage sur Hartung légionnaire, puisque vous aurez reconnu quand même la tenue du légionnaire avant son traumatisme, et après son traumatisme, un historien de l'art a pu, je le cite, voir que la quête d'identité qui est à l'œuvre dans l'angle supérieur droit, à côté de quelques esquisses, suscite un surprenant d'évolution graphique et phonétique autour de la signature et du patronyme, parce que Hartung, c'est donc son vrai nom, Gauthier, c'est le nom d'emprunt français qu'il a en 1943 quand il descend dans la France libre. Bonjour, excusez-nous, je me permets de vous interrompre parce qu'il y a le micro qui a été coupé pour... on n'entend rien du tout au niveau du vidéo. Oui, mais Vous m'entendez? Non, je ne sais pas si c'est là. Oui, c'est bon, on vous entend ici. On vous comme entend, ça, c'est bon. ça y est, c'est revenu. C'est bien. Super, merci. C'est Florence qui contre tout. Normal. Surtout, vous nous dites quand il y a des choses comme ça. Merci. Oui, alors moi, je vous j'envoie des SMS sur ton portable, Brigitte. D'accord. Je le prends.
Ah oui. Pardon. Bon, donc dans cette, je vais un peu me tourner parce que ça m'empêche de ne pas voir l'écran. Oui, bien sûr. Les trois mêmes sur le. Voilà. Voilà, donc vous voyez une évolution graphique et phonétique autour de sa signature. Hartung, Gauthier, son nom dans la France libre, et lorsqu'il passe en Espagne, et Berton, Pierre Berton, qui est son nom de légionnaire, qu'il adopte lorsqu'il s'engage pendant la guerre. Alors, il s'engage dans la Légion, pourquoi Hartung est allemand. Il est inquiété dès 1935 par les nazis, puisque faisant de l'art dégénéré. Il parvient, grâce à quelques amis, à passer à Paris, Christian Zervos notamment, qui joue un rôle important, passer à Paris, et au moment de la déclaration de guerre, il veut impérativement s'engager pour la France et contre l'Allemagne nazie, c'est pendant son séjour à la Légion, dans la dernière ligne droite de la guerre, qu'il est brancardier de la section sanitaire, bon, pas l'engager dans l'armée française parce qu'il est allemand. Il est engagé dans la Légion au même titre que beaucoup d'Allemands, beaucoup d'étrangers. Un colonel qui lui dit ça ne va pas vous déranger de tirer sur compatriotes. Il lui dit je suis prêt. Puis finalement, il essaie de lui éviter cette confrontation et il le nomme brancardier de la section sanitaire, grièvement blessé à Buc. Là, je lis le compte-rendu militaire. Le 20 novembre 1944, lors d'un brancardage en première ligne effectué sous un intense bombardement par mine, et au cours duquel il a fait preuve d'un grand sang-froid. Citation à l'ordre du régiment, extrait du rapport du bataillon numéro 1, en date du 2 janvier 1945. Un grand sang-froid, puisqu'il reçoit un obus en allant sauver un camarade, qui va lui valoir d'être amputé une première fois en urgence et une deuxième fois parce que la gangrène a gagné le moignon de la jambe droite. Alors, à ce titre, il est bon, puisque votre séminaire parle de psychotraumatisme, de rappeler quand même une vérité qui est notée au-delà du principe de plaisir par le clinicien Freud, qui voit beaucoup de traumatisés de la Grande Guerre revenir, qui dit je vous le recite, que dans la névrose traumatique commune ressortent deux traits auxquels pu se rattacher notre réflexion. Premièrement, que le poids principal de la causation du traumatisme semblait incomber au facteur de surprise, à l'effroi d'une part. Deuxième remarque de Freud, qu'une lésion, qu'une blessure subie simultanément agit le plus souvent à l'encontre de l'apparition de la névrose. La blessure protège du psychotrauma, le trauma physique protège du psychotrauma. Alors, on va voir que c'est plus compliqué que ça dans le cas de Hartung. En tout cas, je vais partager avec vous certaines réflexions et je suis très, très intéressé de vos retours, surtout puisque ici, on parle de psychomotricité. Sur une amputation de la jambe droite, vous allez voir toutes les conséquences. J'espère vous les faire voir et j'espère que vous m'en ferez voir d'autres dans les tableaux. Alors, à ce titre, je trouve qu'il est bon de rappeler que ce soit la blessure par bombardement par mine ou son engagement selon un code d'honneur bien particulier, il semble que Hartung soit plus un soldat de la guerre de 14 plutôt qu'un soldat de la guerre de 39. Et à ce titre, ce n'est pas moi qui ai fait la seule comparaison. Il faut le rapprocher de Sandrard. D'abord comme amputé. Sandrard, c'est la main droite. Le rapprochement a été fait par Pierre Assouline, par Fabrice Ergotte, qui dirige aujourd'hui le musée d'art moderne, et où ce soir, coïncidence du calendrier, se déroule le vernissage de l'exposition d'Anna Eva Bergman, qui est la femme d'Hartung.
qui bénéficie d'une grande rétrospective à laquelle j'ai eu la chance d'être invité du coup hier, parce qu'il était impensable que je ne vois pas le travail étant quand même dans cette fondation maintenant depuis 3 ans. Et c'est extraordinaire. Donc, vous irez prolonger cette conférence au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, dirigée par Fabrice Ergotte. Pauline Marie aussi a fait le rapprochement entre Sandra et Hartung. Et il s'engage dans des circonstances qui en font un héritier de l'appel de Sandra aux artistes. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte. Hein. L'heure est grave. Tout homme, c'est Sandra qui écrit. Hein. Tout homme digne de ce don doit aujourd'hui agir, doit se défendre de rester inactif au milieu de la plus formidable conflagration que l'histoire ait jamais pu enregistrer. On est le 30 août 14. Hein. La guerre va se déclencher dans 2 jours. Toute hésitation serait un crime. Point de parole donc des actes, des étrangers, amis de la France, qui pendant leur séjour en France ont appris à l'aimer, à la chérir comme une seconde patrie, sentent le devoir impérieux de lui offrir leurs bras, intellectuels, étudiants, ouvriers, hommes alides de toutes sortes, mais ailleurs, domiciliés ici, nous qui avons trouvé en France la nourriture de notre esprit ou notre nourriture matérielle, groupons-nous en un faisceau solide de volonté mis au service de la plus grande France. Canoudo et Sandra sont donc les premiers signataires et rédacteurs de cet appel, qui va quand même rameuter 180 000 étrangers, dont l'armée va être bien embarrassée, parce qu'elle n'a pas prévu si gros engagement d'étrangers au service de la France. Et donc le ministère des Armées va être un petit peu embarrassé pour trouver des corps d'armée pour tout ce monde. En tout cas, Hartung s'engage au même titre que Zadkine, d'autres et Sandra. Il y a d'autres similitudes entre Hartung et Sandra. Sandra, je le rappelle, est suisse de nationalité, donc ils ont la langue allemande et la langue française, le bilinguisme en commun. Leur amputation va leur valoir non seulement la Légion d'honneur, Sandra, il n'en avait que foutre, Hartung y a été sensible, mais la naturalisation française, donc l'amputation les rend français, ils l'étaient de cœur, hein, ils le sont d'engagement et ils le deviennent de papier, et ils acquièrent une double nationalité en sachant que un extrait pareil du texte de Hans Hartung légionnaire, Hans Hartung et Pierre Berton sont effectivement une seule et même personne, ce Hartung Berton, qui reste profondément marqué par son expérience sous le képi blanc. La Légion est une étape décisive dans la vie de l'artiste. Comme Blaise Sandrard, son ancien de la Grande Guerre, Hartung connaît la blessure invisible qui ne guérit jamais. Maintenant encore, il m'arrive de faire ce cauchemar toujours le même. Je m'engage dans la Légion et je ne peux plus m'en échapper. Comme l'écrivain Blaise Sandrard, qui a perdu un bras en 1915, le peintre est marqué de l'indélébile blessure physique, rappelant à chacun qu'en versant son sang, cet étranger a fait son devoir de Français. Et alors, plus intéressant pour nous, c'est qu'aucun des deux ne va évoquer son traumatisme. Les deux vont être parfaitement silencieux. Il n'y a pas de représentation du traumatisme dans la peinture de Hartung. Et il n'y a pas de récit du traumatisme chez Sandra. On va le voir, on va complexifier, mais enfin, il y a quand même un grand silence autour de cette amputation. Alors, les connivences, elles sont encore plus nombreuses. Je ne vais pas m'y attarder, hein, parce que je vais citer un peu Sandra, puisque de donner la parole au poète nous permettra de savoir un petit peu ce qu'a vécu le peintre. Ils ne vivent plus les deux à Montparnasse. Ils sont amis avec les mêmes cercles. Louis Carré, galériste de Hartung, et le galériste de Fernand Léger. Vous savez, Fernand Léger est un grand ami de Sandrard. Ils publient beaucoup ensemble des revues illustrées par des textes de Sandrard illustrés par Léger, ou des images de Sandrard commentées par des images de Léger commentées par Sandrard. Ils sont amis les deux avec les Delaunay, surtout Sonia Delaunay. On a vraiment, je voudrais commencer par là, hein, cette idée que Hartung, qui arrive à Paris, compléter ses études dès 29, qui fait des séjours nombreux à Paris avant d'immigrer vraiment en 35, connaît le Montparnasse de l'entre-deux-guerres,
le Montparnasse de l'école de Paris, et c'est le moment où Sandra revient de la guerre tout auréolée de sa gloire, mais où aussi commence à prendre ses distances avec les coteries parisiennes. Les deux ont rencontré l'indélébile blessure et les deux vont être vraiment hors coterie, hors mouvement, hors communisme, puisqu'à un moment même, Sandra se fâche avec Léger parce que Léger s'engage dans le PC. Artaud n'a jamais voulu intégrer un quelconque groupe, y compris artistique. Hein. Et quand il arrive à Paris en 1935, comme il n'est pas juif, qu'il n'est pas communiste, il n'est dans aucun réseau. Hein. Vraiment, c'est un homme extrêmement isolé. Les deux sont très isolés. Les sympathies personnelles leur importent beaucoup plus. Les sympathies personnelles leur apportent beaucoup plus que les logiques de groupe. Voilà. Donc, le silence sur l'amputation. Récemment, avec l'aide de Myriam Sandra, les œuvres complètes de Sandra ont été éditées à la Pigalle, avec commentaires, notices, notes variantes, et préludes, préfaces, commentaires extrêmement denses. J'avoue que celle de Claude Roy, qui a coordonné, la seule, mais qui a coordonné les commentaires de l'édition de Sandra, sont extrêmement remarquables en ce sens qu'elles font l'hypothèse de l'inconscient. Et donc, je voudrais vous lire, à propos de ce silence sur le trauma, vous lire les mots de Claude Roy. Il est remarquable que l'instant de la blessure devant la ferme de Navarin, ça c'est Sandra, Navarin pour Sandra, c'est Buc pour Artaud, soit absent de toute l'œuvre de Sandra. Comme si la représentation directe de cet événement capital était frappée d'un tabou. Les brouillons de la main coupée, un titre tant évocateur, hein, révèle pourtant que Sandra prévoyait d'en faire le récit. Mais il ne s'y résoudra pas, ni dans cette chronique, ni dans aucun autre texte. À la place de la mutilation promise par un titre en trompe-l'œil, la main coupée, tombe du ciel parmi les légionnaires, à l'heure de la soupe, un lys, je cite Sandra, un lys rouge, un bras humain, tout ruisselant de sang, un bras droit sectionné au-dessus du coude et dont la main encore vivante fouissait le sol des doigts comme pour y prendre racine. Fermez les guillemets. Une main donc exactement coupée comme celle du poète, mais une main anonyme. Des taches vraiment de ce lys qui tombe du ciel. Sandrard explique à son ami l'évêque cette substitution par un paradoxe. Je cite Sandrard. C'est ma main coupée qui ne m'appartient plus qui occupe le premier plan. Le premier plan. Fermez les guillemets. De toute évidence, il faut faire la part de l'insoutenable dans cette absence, mais Sandrard a fait porter l'accent sur la dimension symbolique, avec ses secrets, de cette main dont le sang coulait comme la Seine. Nourricière, donc. Si elle n'appartient plus à l'écrivain de la main gauche, c'est parce qu'il s'en est détaché et que ce désaveu l'a fait revivre. J'espère que les cliniciens suivront ce paradoxe. Hein, c'est parce qu'il s'en est détaché et que ce désaveu l'a fait revivre. En tout cas, on voit qu'en creux, le projet était là. Et on va voir que chez Hartung, par nos allers-retours hein, entre le poète et le peintre, il va peut-être être question aussi d'un désaveu qui fait revivre la jambe. Précisons que Sandrard était droitier hein, et qu'il devient l'écrivain de la main gauche une nuit de septembre 1917, où pour la première fois dans une nuit de création maniaque, hein, il va de la main gauche écrire ses premiers poèmes et ses premiers textes et se sentir renaître, ce qui justifiera de son nom, Sandrard, hein, le phénix qui renaît de ses cendres. Le jeu de mots a été voulu par Sandrard, ça n'est pas son nom. Hein. Lui aussi, il a changé de nom. Frédéric Saucer est son vrai nom, et c'est son vrai nom qu'il utilisera à la Légion. Son nom de légionnaire, son nom de guerre sera son nom de naissance, tandis que son patronyme de poète qu'il s'est choisi est celui de Sandrard. Alors, on va revenir quand même à Hartung. Hein. Vous voyez, il y a ici un petit dessin
un petit dessin. Vous remarquez que par rapport à ces croquis sur cette page capitale, hein, où ici, il s'essaye à retrouver, il vient d'être amputé, hein, tout juste amputé, il s'essaye à des noms dans une dilution identitaire évidente. Hein. Alors en diagonale, on a un tout petit dessin à peine esquissé. C'est un dessin qui va donner lieu à une toile en 1945, un peu plus tard, qui va nous permettre de situer Hartung entre deux peintres. Ce n'est pas un tableau très typique d'Hartung, hein, entre deux peintres. Le premier, c'est Kandinsky, le grand maître de l'abstrait, le précurseur, celui qui en 1910 dessine l'arc droit que vous voyez à Beaubourg, pendant que Malevich fait son carré blanc, pendant que Mondrian fait ses premières abstractions, 1910, naissance de l'abstraction avec les trois grands pionniers, Malevich, Mondrian, Kandinsky. Mais Kandinsky est le plus poète de tous. Hein. Mondrian, il restera orthogonal. Malevich va être très futuro-cubiste. Hein. Et alors Kandinsky, il a quelque chose comme ça d'une poésie, d'une spontanéité, du trait. Même si le dessin a l'air géométrique comme ça, il y a quelque chose d'une fantaisie chez Kandinsky qui va sûrement inspirer Hartung, mais alors comme une figure repoussoire. Parce qu'il faut lire les méchancetés qu'Hartung dit sur Kandinsky comme une sorte de contre-modèle, mais enfin, de personne indépassable. Kandinsky ce dandy, Kandinsky ce beau parleur, Kandinsky avec ses théories sur les couleurs, tout sauf Kandinsky. Bon. Donc voilà, donc il y a d'une part le père qu'il faut tuer, et d'autre part le frère Miro, hein, grand ami, qui donc lui aussi il essaye avec des formes biomorphes de faire un art abstrait entre deux guerres qui soit moins rigide que l'art du Bauhaus ou que l'art des futuro-cubistes et des Van Duisburg qui mettent de la géométrie, des cubes, des rectangles, des losanges partout, et où Hartung, Miro essaye d'être plus poète par rapport à ces formes. Donc ce tableau est à signaler parce qu'il le situe entre deux maîtres qui sont un frère, un père, hein, et il est assez atypique, mais en tout cas, voilà un tableau qui est contemporain de sa dilution identitaire, juste après l'amputation. Alors après, je ne sais pas si on peut peut-être commenter au fur et à mesure, parce que je ne vais pas monologuer, mais vos idées, vos associations sont bienvenues. Si vous avez des choses à exprimer devant ces images, vous êtes les bienvenus. Hein. Derrière l'écran aussi. Alors, je vais présenter un petit peu Hartung à travers sa progression comme peintre. Et alors là, je vous demande vraiment de me dire si vous allez jouer au jeu des pareidolis, à essayer de voir dans l'art abstrait, essayer de vous faire voir ce que j'y vois. En tout cas, voilà, ça ne pose pas d'ambiguïté. Le peintre avec ses deux bras, ses deux jambes, même si là, pour le coup, il y a un bras qu'on ne voit pas. On voit bien ses deux jambes et il est en train, sur cette forme que je vous invite à retenir, puisque c'est est-ce un chevalet, est-ce un carton, est-ce une toile, en tout cas c'est la toile blanche, hein, sous la forme de ce V renversé. C'est un tableau de 22, c'est un dessin de 22, pastel de 22. Il a 18 ans. Bon, il étudie la peinture. C'est un dessin classique d'un jeune homme de 18 ans qui étudie la peinture. En 24, à l'encre, il va produire ceci. Alors, est-ce que vous y voyez ce que je vois ici? Un personnage. Vous voyez sans mal son bras, ses jambes, assis sur une chaise. Et ici, on peut deviner qu'il est en train de peindre un tableau. D'accord? Oui. Bon, ça, ce sont des paysages de Saxe. Hein. Il grandit à Dresde, puis à Leipzig. Ce sont des sapins, des randonnées qu'il faisait, comme Freud, autour de la ville, pour se détendre. Et alors ici, je ne sais pas si le motif est obsédant chez moi,
Et j'ai la tendance aussi à voir un autre bonhomme assis avec un bras et peut-être une toile, assis sur une chaise avec ses 2 jambes. D'accord? 24, il a 20 ans. 27, il est à Paris, il est à l'Académie Lisfred dans les G. Il prend des cours rue de la Grande Chaumière. Il se trouve là, dans ce qu'on peut deviner être un autoportrait au premier plan, avec du coup le dessin en intermédiaire, au centre de la feuille, le modèle en arrière-plan, et puis 2 autres élèves qui dessinent sur modèle. Vous savez que c'était ça qu'on apprenait dans les académies de peinture. 27, il a 23 ans. Alors, 33, voilà, le style s'affirme, on devient Hartung. Mais j'ai choisi ce Hartung-là parce qu'il me semble être structuré, garder le souvenir. Alors, est-ce que je délire? C'est la première fois que je partage avec un public les interprétations, enfin, ce que je finis par voir à force de voir des centaines et des milliers de Hartung depuis 4 ans. Ce que je vois, en tout cas, c'est une structure qui continue de faire la part belle. À gauche, avec ce qui pourrait être une forme anthropomorphe, et en haut à droite, toujours en haut à droite, ce qui pourrait être un Hartung dans le Hartung. Et je vous invite à examiner, si on postule, hein, sans trop tirer par les cheveux, vous allez voir, je vais essayer de vous convaincre. Si on postule qu'ici, on a un bonhomme, très stylisé, déformé par l'abstraction, et qu'on a ici un tableau, je vous invite à être très attentif à cette forme qui est entre le tableau et le bonhomme. Hein, cette sorte-là, avec un trait bleu, et cette forme très nettement assurée, entre, d'une part, le bonhomme et d'autre part, le tableau. En sachant qu'on a toujours 2 diagonales, hein, le bras qui irait comme ça, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est, qui irait vers le tableau, hein, et le corps de l'artiste qui se trouve plutôt dans cette position d'une diagonale plus verticale. D'accord ? Bon, alors là, je vous l'accorde, hein, je peux toujours continuer d'extrapoler, mais voilà toujours la même structure, hein, un tableau en haut à droite. Personnage, peut-être ici. Certains m'ont dit qu'ils y voyaient un pénis, mais le pénis, c'est le bras du peintre, à vrai dire. Hein. Voilà, puis cette forme intermédiaire entre les deux. Il est en 35, il est en train de chercher, d'essayer de se trouver, et là, il a déjà été traité de dégénéré par la Gestapo, puisqu'il a été arrêté à Berlin. Il a subi des interrogatoires, vous savez, dans le sous-sol de la Gestapo, là qu'on visite maintenant à Berlin, où il y a toutes ces petites pièces, ce labyrinthe. C'est que beaucoup n'en sont pas revenus. Bon, lui, il arrive à se faire libérer parce qu'il fait appel à l'appui d'un grand courant qui libère lui, il est pas méchant. Bon. Voilà, donc, mais enfin, il se sauve tout de suite après à Paris. Donc là, c'est contemporain de son arrivée à Paris. Et ce tableau de la même année, alors là je trouve que ça ne fait pas de doute, on voit vraiment Hartung, et encore une fois, j'attends vraiment vos commentaires pour me dire, vous savez, quand on est tout seul, on se dit qu'on délire, hein, plusieurs, après, c'est autre chose. Hein. Mais là, je vois vraiment que c'est Hartung, il faut l'avoir vu dans des émissions de télé. Hein. Hartung, c'est le geste rapide. Et là, vraiment, alors en haut à droite, le tableau, hein, à gauche, cette forme oblongue, oblique, et là, le bras de Hartung qui travaille et qui fait un Hartung. Hein. Je vous montre des Hartung de la maturité. Hein. Bon, il va falloir attendre 20 ans encore, hein, ça, hein. Mais on a déjà un Hartung peignant un Hartung ici. Et alors, bon, du coup, c'est tout un matériel. Il a beaucoup de matériel, Hartung, hein, quand il peint. Il a beaucoup d'outils, il a un pinceau, il a des grattoirs, des tubes, la palette. Enfin, on sait qu'un peintre, hein, c'est la main qui peint et puis tout le matériel à côté. Là, je vois ce Hartung, alors bien debout. Je vous invite à vérifier qu'il est bien debout.
parce que ça ne sera pas toujours le cas, mais je vous invite à vous souvenir que les premiers de 20 ans, ils étaient assis, ils peignaient assis. C'est-à-dire que Artaud va peindre beaucoup assis, bien sûr, une fois qu'il n'aura plus sa chambre. Voilà. Et alors, un tableau de 36. Il n'y a pas la forme intermédiaire. Là, non. Celui d'avant. Non. Alors, vous êtes là, peut-être le tennis. Oui. Merci. Merci. Oui. Il n'y a pas de forme intermédiaire ici, mais on a, si ça fait le bras, on a quand même, comme sur celui-là, un pénis, bien gribouillé là, mais enfin, qui est riche en matière picturale. En l'occurrence, la mine de plomb. Il n'était pas amputé là. Non, pas amputé, il est bien debout, il est bien droit. Alors, il y a ce tableau, alors le revoilà assis. Le revoilà assis, alors avec cette chose intermédiaire, ce zigzag, le tableau, maintenant vous avez bien vu la structure, toujours à gauche le personnage. Alors ça, évidemment, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de choses. Si on est dans une lecture sur laquelle je vais vous engager, qui n'engage que moi, mais soutenue par Claude Roy, du fait qu'il y a dans le traumatisme quelque chose qui est déjà inscrit, on ne peut qu'être frappé par la taille de ce membre qui va faire défaut et sur le fait que le peintre s'est à nouveau assis sur son fauteuil et en étant 36, pour l'instant pas question d'engagement dans quelque guerre que ce soit. Mais sur cette précession de l'idée de l'amputation, là le poète va nous éclairer, il y a quelque chose qui moi, me trouble beaucoup, et je pense qu'on va en parler dans la discussion. Un autre forme, merci. Un autre forme, prendre fait, vous voyez, bon, on est toujours sur des formes comme ça qui, plus ou moins anthropomorphes. Bon, il faut vous dire que il a fallu quand même que toute une génération de critiques d'art ait disparu, et puis de ceux qui font vivre la Fondation soient partis, parce que l'âge faisant, pour que ce que je fasse devant vous soit enfin autorisé, notamment par l'actuel directeur de la Fondation, Thomas Schlesser. C'est très tabou d'essayer de trouver des formes chez Artaud, parce que ça le mettait dans une fureur. Il détruisait, dès qu'il voyait une forme qui pouvait rappeler quoi que ce soit, c'était l'abstrait avec des dogmes, vous voyez. Donc, si ça rappelait quoi que ce soit, il déchirait. Bon, alors, il serait bien malheureux de m'entendre, mais enfin, je ne suis pas le seul à briser le tabou aujourd'hui pour dire qu'il y a quand même des formes chez Artaud qui reviennent de manière obsessionnelle. L'inconscient insiste, et que donc on peut se poser la question. Donc ici, moitié palette avec le matériau de peinture, moitié bras droit, à gauche la moitié pénis, moitié voilà, et là le tableau. Et je vous invite à prêter attention à cette fente qui va être un motif très récurrent dans l'art de Artaud. Une fente avec une fente à l'intérieur au centre de ce bonhomme. Et alors celui-ci est très abouti, c'est une toile très importante de 38, où là on voit vraiment se mettre en place, à la place de cette forme bizarre intermédiaire. Est-ce que c'est un chevalet qui soutiendrait le tableau? Est-ce que c'est un tiers entre lui et la toile? Est-ce que vous êtes les bienvenus pour me dire ce que vous y voyez. Enfin, postuler que l'artiste est bien là, debout, sur ses deux jambes, avec toujours cette forme saillante qui pointe vers le tableau. On est là dans un tableau important. Vraiment, c'est un tableau important, qui est important parce qu'il l'a beaucoup exposé, il a beaucoup montré que c'est un tableau important pour lui, qui semble dire beaucoup de choses. Et je le rapproche de cette triade qui fait très papa, maman et moi, parce que vous voyez que là, le sigle s'inverse, il a toujours été à droite jusqu'à présent, il est à gauche vers ce gros personnage chapeauté de noir. Bon, en même temps, est-ce que c'est pas le regard perçant qui vient de ce personnage qui vient transpercer cette grosse forme? Mais en tout cas, on le verra avec le rouge, j'anticipe un peu.
Et on retrouve la forme du chevalet ici, mais aussi de la fente. Enfin, et cette structure ternaire, elle existe dans beaucoup de tableaux. Mais alors là encore, le personnage est debout. C'est une huile de 38 en structure ternaire qui n'est pas sans faire lien avec cette toile-ci. Voilà, alors j'en viens finalement à la dernière guerre, où le peintre se peint peignant. Cette fois-ci, l'œil a l'air d'avoir pris une place considérable. Je vous invite à examiner ces beaux triangles qui posent vraiment sur le sol, parce que vous allez voir, les psychomotriciens que vous êtes, c'est vraiment beaucoup votre réaction, puisque c'est le dernier tableau avant amputation, où le peintre fait son autoportrait. C'est un classique de la peinture, hein, l'autoportrait à la palette au tableau. Hein. Et là, donc cet œil qui regarde un vrai Hartung, un tableau abstrait. Alors, il y aurait une chose à dire aussi sur cette espèce de soleil noir qui plane au-dessus de lui. Il est à ce moment-là dans le Lot. Hein, pas dans une bonne posture. Il s'est engagé dans la Légion en 1939. Hein. Dès 1939, il part à Sidi Bel Abbès, mais juin 40, démobilisation. Hein. Donc, c'est là qu'il rejoint Gonzalez, qui est en l'occurrence son beau-père dans le Lot, et qui vit reclus, caché, comme allemand, évidemment, à cet instant. Voilà. Donc, encore un tableau à l'autoportrait. Donc, je crois que ça revient très régulièrement, hein, comme chez tout peintre. Hein, on connaît les autoportraits réguliers de Van Gogh, on connaît les autoportraits réguliers de Rembrandt. Je crois qu'Hartung, qui est nourri de culture classique, ne savent pas. Il y a les autoportraits de Hartung. Et alors, voilà, le premier autoportrait. Qui l'a appelé autoportrait, c'est lui. Ah non, alors, pareil, aucun titre. Hein. P 1943-5, avec une interdiction absolue de mettre le moindre titre, c'est moi qui parle. Oui, mais de Jean, parce que c'est Jean Hartung. Alors, les tableaux de 42, 43, 44, ils signent parce que c'est Jean Berton, son nom qui sera son nom de Légion. Et on a tout un corpus de toiles qui sont signées de son nom, Jean ou Jean Berton, et son nom de légionnaire. Donc engagé dans la Légion, démobilisé, réengagé à partir de 1944 pour partir au front. Et alors, voilà les toiles d'après l'amputation. Alors, c'est 47.1, ça veut dire que c'est la première toile numérotée en 1947, et 47.2. Voilà, alors, je vous invite, hein, on n'a plus la base triangulaire. Oui, c'est suspendu. Hein. C'est suspendu, vous êtes d'accord? Voilà. C'est fragile, c'est fin, c'est presque en équilibre. Et le tableau montre une béance. Et le tableau, alors d'ailleurs, entre le 1, on voit mal, hein, entre le 1 où il y a une fente, mais entre le 2 accentue la fente. Il y a une béance dans la toile de l'autoportrait. Et à côté, cette équipe. Et alors, je vous disais, hein, voilà, il est amputé à cette date, ses premières toiles, c'est pas évident. Il faut que je vous ai amené à ce mouvement, mais je peux vous dire qu'on est les premiers à voir ça. Hein. Mais ça peut être une défense. Ça peut être une jambe de bois. On est bien d'accord. Et vous avez tellement raison. De toute façon, c'est une jambe béante qui devient une jambe de bois. Et vous avez tellement raison que j'ai trouvé le dessin préparatoire à ces deux toiles, d'après l'amputation. On ne pourra pas dire que l'amputation est totalement inexistante du corpus de Hartung, parce que voilà, à côté de ça, ça. C'est comme s'il était allongé.
C'est comme une chaise longue. Oui. Je trouve Oui, oui, suspendue, mais une oui, espèce de position oui. plus relaxe. Voilà. Moins debout, je veux dire. Moins de... C'est magnifique. C'est magnifique. On ne peut pas réduire, hein, je ne peux pas réduire ça à ça. Hein, mais enfin, bon, pour voir la jambe amputée qui n'apparaît dans aucune œuvre, là, je crois que Absolument. hein, c'est une jambe ensanglantée. D'autant que ça m'impose de faire un détour par le rouge. Vous allez voir, Artoum n'utilise jamais le rouge. C'est encore plus singulier. Alors, jamais, on va nuancer aussi. Hein. Et c'est une norme, hein, à l'évidence. Voilà. Eh bien, ça, c'est le dessin préparatoire, crayon et sanguine, à bien nommé, pour ce tableau donc, qui vient 2 ans après, hein, 3 ans après son équivalent pré-amputation. Alors, oui, C'est comme si le triangle s'était renversé. Le triangle, la pointe est en haut avant l'amputation et la pointe est en bas. Enfin, c'est une espèce de comme ça. V, voilà. Oui. Le V arrondi après l'amputation. Oui. Ouais, les deux triangles sont renversés. Oui. Oui. Alors, sur l'indicible, hein, parce que Artoum, il fonctionne comme ça. Il fait 200 dessins, il en extrait un et il en fait un tableau en le recopiant à cette période, hein, parce qu'après sa technique va changer, mais à partir de 60, hein, en le recopiant à la manière des anciens au carreau. Vous savez ce que c'est que la mise au carreau, hein? Vous prenez le modèle, vous le mettez au carreau et il reporte tout jusqu'aux moindres accidents. C'est-à-dire s'il fait une tâche dans son dessin, la tâche va être reproduite. Donc, il y a une dissociation entre un geste complètement spontané, parce qu'il aime aller très vite, c'est comme ça, mais le report, c'est ultra minutieux, précis et très obsessionnel, ce qu'il est. Hein. Méticuleux, soigné, arithmomane, conservant. C'est pour ça qu'on a des archives colossales, on a tous ces dessins d'enfants, on a ses carnets intimes, il a tout ce qu'il pouvait. Il a perdu beaucoup, notamment pendant la guerre, il a beaucoup perdu, mais il a tout gardé. Et du coup, on peut tracer comme ça une chronologie. Et alors, de la même manière qu'on ne peut plus dire qu'il n'y a pas d'apparition de la jambe coupée chez Artoum, je voudrais faire la mention du cas exceptionnel de la mention du bras coupé chez Sandra, parce qu'on va donner la parole cette fois au poète. En menant des recherches des années après la mort de Sandra, sa fille découvre un inédit, un texte dactylographié, découvert par Myriam, sa fille, après la mort de son père, qui semblait n'attendre que l'impression, mais n'avait jamais paru. Cypron, je cite à la fois Myriam Sandrard et Claude Roy. Cypron a multiplié les annonces. Sandrard n'avait jamais mentionné ce titre, mais de toute évidence, il ne s'agissait pas d'un fond de tiroir. C'est ainsi que fut révélé en 1963 un texte daté de 1917. Lapierre, 28 juillet. Au cœur de l'année prolifique, où maîtrisant l'écriture de la main gauche, Sandra, dans une grapho-récréatrice sans précédent, vivait sa plus belle nuit d'écriture le 1er septembre 1917, charnière de sa renaissance en poète de la main gauche. 1917, c'est la fin d'une grande crise qui a suivi son amputation, après qu'il est allé au bout d'une certaine violence qu'il porte en lui, et notamment, je ne vais pas trop digresser, mais qu'il porte en lui par rapport à tous les copains qui ne se sont pas engagés, tous ceux qui ont fui, alors en 14 comme en 39, Duchamp est à New York, il y a les Espagnols en 14 qui n'ont pas de raison de s'engager, donc Miro ne s'engage pas, Léger est au front pendant 4 ans, Delaunay ce carapate aux grandes dames d'Apollinaire, d'ailleurs, en Espagne, pendant qu'Apollinaire prend la ligne part au pont. Donc, il y a quand même aussi une grande colère contre tous ceux qui n'ont pas subi l'épreuve du feu. Alors voilà, ce texte s'appelle Les Armoires chinoises et les questions sont de Claude Roy.
Pourquoi le récit inconnu a-t-il séjourné si longtemps dans la malle au manuscrit sans publication ni même effet d'annonce? Sandrard l'avait-il oublié? Avait-il voulu le soustraire au regard d'autrui? C'est que le thème de la main coupée y apparaît non seulement dans toute sa crudité, mais sous la forme d'un conte dont la chute a de quoi stupéfier à la lettre ceux qui le découvrent. Le conte, c'est toujours Claude Roy. Le conte raconte l'histoire d'un poète se promenant dans un Paris éclatant de modernité. Le Paris des poètes, de Bélévé, d'Apollinaire, de toutes les grandes cités, accueilli dans un vestibule par une vieille dame souriante et magicienne. Le poète, fasciné par deux armoires chinoises, souhaite les toucher. Aussitôt, le vieille dame le punit de sa curiosité. « Vilain touche à tout !» dit la vieille dame souriante. « On va t'y enfermer pour 15 jours. » Elle le poussa dans la première armoire. C'est Sandrard, là, hein, c'est Sandrard qui parle. Elle le poussa dans la première armoire, et comme l'armoire était truquée, en pressant un ressort, elle fit agir une lame qui coupa les mains au poète enthousiasmé. Je recite Claude Roy. Devant cet enchaînement stupéfiant, on hésite à se rendre à l'évidence de la syntaxe, mais c'est bien la coupure des mains qui provoque l'enthousiasme du poète. Elle fit agir une lame qui coupa les mains au poète enthousiasmé. Un témoignage ne suffit pas. Ainsi tente l'inconscient. Rien n'indique que c'est consécutif. Oui, ça peut être avant. C'est peut-être parce qu'il est enthousiasmé qu'on lui fait. Il voulait ses armoires, il voulait s'en approcher, il était enthousiasmé par ce qu'il voyait, elle le punit de son enthousiasme, mais rien ne dit que l'enthousiasme consécutif. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord, parce qu'elle aurait dit enthousiaste, elle aurait dit enthousiaste, je pense, si ça avait été avant, et il est enthousiasmé après. Donc, je pense que la façon dont il a utilisé... On demande au prof de lettres, il coupa la main au poète enthousiasmé. Est-ce que le poète est enthousiasmé par les armoires chinoises ou par les lames qui lui coupent les mains? Claude Roy fait vraiment son choix, hein. Mais je vous le soumets parce que c'est ce qui rend un peu à rebrousse-poil notre réflexion psychodynamique, hein, sur vous me demandiez les effets du trauma et du psychotrauma. Est-ce qu'on ne peut pas être là à s'enthousiasmer d'avoir les mains coupées? Alors, je continue. Un témoignage ne suffit pas. L'insistance de l'inconscient, lorsqu'il s'exprime avec toute sa vérité, doit se répéter. Et il se trouve qu'une suite a été trouvée à ce récit inédit, en tout cas caché, enfin, je ne sais pas si on peut dire refoulé, reclus dans sa malle de 17, et découvert en 63. 20 ans encore plus tard, en 83, l'ouverture des archives Sandrard à la Bibliothèque nationale suisse de Berne a mis au jour un deuxième chapitre s'ouvrant sur une phrase, je cite Claude Roy, vertigineuse, suite à l'armoire chinoise. Dans l'armoire, le poète mangeait des confitures qui coulaient de ses bras mutilés, des framboises à l'éther. L'éther, ça revient dans le récit que fait Hartung de son transport en ambulance, du front vers l'hôpital, l'éther anesthésiant, une gueule de cognac dans le bec aussi, pour l'amputation. Sandrard est allé sous le feu pour récupérer un camarade, il était brancardier. Le camarade est dans l'ambulance au-dessus de lui, et il dit qu'il y a une pluie de sang qui coule sur lui, dans l'ambulance. C'est Hartung. Hartung. Oui, Hartung. Hartung. Pluie de sang, je reviens à Hartung. Pluie de sang sur lui, et il dit le plus bête, c'était mon copain, j'ai été le sauver, mais il est mort. Tout ça pour ça. Pour rien. Voilà. Alors, voilà, donc,
l'enthousiasme à l'amputation. Alors, voilà, ce qui est quand même très étonnant dans ce texte non publié des armoires chinoises, c'est que la boucherie finit en confiserie. Hein. Framboise, confiture de framboise. Confiture de framboise. Voilà, donc c'est pour ça que je donne la parole au poète, parce que si vous n'êtes pas l'auteur de ces vérités, personne ne peut vous croire. Hein. Alors, ceci dit, il y en a un qui a peut-être eu du flair, c'est Picasso. Parce que quand il retrouve Sandrard après la guerre, donc il se retrouve avec Apollinaire qui a son bandage, hein, qui ne va pas mourir, comme vous le savez, de l'obus, mais la grippe, hein, bien. Quand il se retrouve à la rotonde, donc il y a Apollinaire, il faut imaginer, Apollinaire, Max Jacob, Fernand Léger, Picasso, Sandrard, et Picasso lui dit Sandrard, tu es le poète qui est revenu avec un troisième bras. Il n'aurait pas perdu, mais gagné un bras. Voilà. Et alors, pour en conclure, puisque c'est la seule occurrence, pour l'instant, je n'ai pas fini complètement mes recherches, mais enfin, la seule fois où Artung représente une jambe coupée, on a quand même publié, hein, cette fois, au milieu d'une très longue phrase qui est proustienne, parce qu'elle fait quand même une page et demie, une phrase d'une page et demie, au milieu de la phrase d'une page et demie, en 1945, dans le tome 1 des autoportraits de Sandrard par lui-même. Voilà, seule mention, 45, la date, on revient sur la date de 45, donc des années plus tard. Il décrit voilà, le long de cette route tragique qui va d'Arras à Verdun, les principaux cimetières de l'autre guerre, dont dans la traversée de la Champagne pouilleuse, celui où doit être enterrée ma main, si jamais ma main droite a été ensevelie et non pas jetée aux ordures dans un charnier avec d'autres restes ou dépouilles et abettes. Seule fois, publiée, seule fois, où Sandrard parle de sa main coupée. Voilà. Voilà, ça fait bien 1 heure. Alors, qu'est-ce que vous voyez, du coup, il y a un tableau complètement stupéfiant, d'autant que c'est une épreuve gélatino-argentique, Artung s'essaye un peu à la photo. Vous voyez comme moi le motif du peintre et toujours du tableau en haut à droite. Et vous voyez aussi les coutures sur la jambe. Hein, alors gauche, mais comme c'est une épreuve gélatino-argentique, quand vous faites un tirage, c'est la jambe droite. En matière sanguine, c'est quand même très stupéfiant. Mais c'est d'autant plus stupéfiant que ça date de 1932. Oui, en effet. Oui. Tu peux voir. Voilà. Alors, pour le rouge, ah oui. Ben là, il est rouge. Hein. Alors, il est rouge. Là, il est rouge. Il est tout rouge. Il est tout rouge. Il est tout rouge. Alors, pour le rouge, d'abord, ce qui est très... Parce que c'est un obsessionnel, mais il a ce qui va avec l'obsessionnel, c'est-à-dire que Artung, mais alors c'est contre vent et marée, il avance avec une volonté, mais inflexible. Pendant la guerre, il a une première femme qui divorce juste avant la guerre. Il perd ses affaires, il perd sa femme, il perd son atelier, il perd son pays, il perd le bombardement de Dresde, il perd tout ce qui était resté à Dresde, ça le rend fou parce qu'il aime tout garder. Et là, il perd tout, c'est l'hémorragie, il perd tout, il perd son nom, il perd sa jambe, il perd tout, et qu'est-ce qu'il fait? L'effet du psychotrauma, il reprend son art exactement là où il l'a laissé, inflexible, il ne dévie pas. Avant-guerre, enfin entre-deux guerres, l'art abstrait, c'est tous les surréalistes qui règnent. Hein. Paris, aussi, à Paris et New York, c'est les surréalistes qui font le buzz, comme on dit. Les abstraits, il faut attendre 1945 pour que les abstraits ils vivent dans la misère. Hein. Enfin,
va commencer à gagner de l'argent, il va falloir atteindre 45. Donc, ce type, il ne dévie jamais, il fait de l'abstrait et il en fera toute sa vie. Mais ce qui est quand même très étonnant, c'est que dans les dessins d'enfants, vous avez dans les dessins d'enfants un dessin où il se représente en soldat français, enfin, il se représente, non, il représente un soldat français, Franz Sose. Franz Sose. Vous savez que ça, c'était l'habit du début, qui avait eu tant de massacres, puisque le pantalon rouge-garance, et le képi rouge-garance était une cible pour les Allemands. Donc, on a changé en janvier 1915, on a changé le costume, et c'est devenu une guerre de camouflage, une guerre de tranchées. Mais avant, ils allaient à la guerre comme ça. Et bien, Hartung, je trouve un dessin d'enfant de 14 qui peint, qui dessine les Russes, les Indiens, les Japs et les Franzoses. Et alors, avec la mitraillette qui rampe, donc c'est un enfant de 10 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, bien sûr, la guerre est présente. Il a beau être assez loin du front à Dresde, la Prusse est tout près de la Saxe. C'est une nation qui a déclaré la guerre. Le fait est, c'est que la guerre, il en entend parler. Son père est médecin. Il travaille dans des usines, d'abord médecin. Son grand-père est médecin. Sa thèse, et d'ailleurs, j'ai découvert ça à force de fouiller ophtalmo, le grand-père maternel, histoire d'œil. Je m'égare. Qu'est-ce qu'il y a chez ce garçon qui vit la guerre en 14, qui met du rouge au pantalon des soldats qui vont se faire massacrer, qui a plein de dessins de guerre? Regardez, les dessins de guerre pour un garçon de 10 ans, bon, ben oui, c'est la guerre. Regardez ces wagons-là. 1915. Les Zeppelins, 1915. La guerre, les sous-marins, guerre sur terre, dans les airs, sur l'eau. Là, c'est probablement un Zeppelin qui bombarde un sous-marin. Il a 11 ans. Il a 11 ans. C'est quand même les obus qui vont amputer. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette prédestination d'une volonté à aller se battre? Le père était déjà... le père avait eu un poste dans une usine de produits chimiques en Suisse en 1912, poste très bien rémunéré. En 1914, il décide de rentrer en Allemagne parce qu'il est de son devoir de servir l'Allemagne. Il est dans une famille de code d'honneur. Et qu'est-ce qui le pousse à changer de camp très tôt, presque, on a envie de dire. Parce que sous l'Allemagne nazie, tout le monde n'est pas fait ça, mais qu'est-ce qui le pousse à passer du côté français? Alors, pour ce qui est de, voilà encore, les masques à gaz, enfin, toute la panoplie de la guerre des tranchées et de la guerre de 14 est là. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est un soldat de la guerre de 14. Ce n'est pas un soldat de la guerre de 30. C'est un soldat de la guerre de 14 et il a une maturité presque dans l'entre-deux-guerres au milieu de ses amis qui ont fait la guerre, puisqu'il est avec du Philippe, il est dans l'académie Fernand Léger, il fait 4 ans de guerre. Léger, il a été au front. Lui, c'est encore une autre histoire. Il s'est enthousiasmé pour la beauté des obus, pour la beauté des sous-marins, pour la beauté des zeppelins, pour la beauté de la modernité, puis il va cesser de les peindre ensuite. Qu'est-ce qui était déjà là? C'est un mystère que je ne comprends pas. Alors voilà, ce peintre peint en rouge. Oui. Il est tout rouge, sauf la jambe valide qui est blanche. Je suis bien normal d'en dire plus. Tu as une idée? Ah non, pas du tout. Non, ça m'étonne. C'est vrai que tu as dit qu'il était inondé de sang sous votre. Oui. C'est lui qui a dit tout ça pour rien ou c'est toi qui lui dis tout ça pour rien? Il dit j'aurais bien aimé le sauver parce que je l'aimais bien. Non, c'est moi qui dis. Oui, il a fait. Alors, du coup, il est tout rouge, sauf la main. Enfin, c'est étonnant. On est certain de la date. On est certain de la date. Tout est hyper. Il a tout archivé, noté, colligé. Alors là, tu n'as pas de problème de datation avec Hartung. Autant tu en as avec Courbet, avec Whistler, avec plein. Mais... Et d'un autre côté, tu as encore des sutures sur le. Mais oui. Bon, je pense qu'on pourrait trouver d'autres cas de traumatisme pressenti. Peut-être qu'il y a du transgénérationnel. C'est pas un qui était amputé de quelque chose en la guerre 70. J'ai pas trouvé ça.
Il y a un père médecin, il y a un grand-père médecin. Je n'ai pas trouvé. C'est quoi la phrase de Claude Roy dont tu parles, le traumatisme est déjà inscrit? Et avant, c'était quand tu en parlais il y a. Quand tu nous montrais les tableaux de 35, 36, ça ne dit rien? D'accord. J'ai essayé de prendre en note parce que justement, c'était un peu ça. Le traumatisme, enfin, le traumatisme est déjà inscrit là où il sera. Oui. Parce que ça, c'est assez. Oui. Frappant pour nous. Oui. Et l'engagement militaire, il est du côté d'un destin où possiblement ça peut arriver. C'est pas qu'il le fait en toute conscience quand il s'engage. Mais une question que j'aimerais te poser, si elle n'est pas indiscrète. Comment, devant cet énorme travail à accomplir, alors que tu nous l'as dit, ce n'était pas vraiment passion initiale, comment tu as avancé dans ta découverte de cette œuvre? Comment Beaucoup de moments de découragement. Oui. Beaucoup de découragement, parce que je m'étais frotté, que ce soit Whistler, Courbet ou même Mossa, que vous avez vu, ou les uns et les autres peut-être à Nice, c'était des tableaux historiés. C'est toujours plus facile de faire parler une image et même de faire parler l'inconscient dans une image à partir d'un récit quand même. Hein. C'est par hasard si les peintres, les historiens de l'art parlent de tableaux historiés, parce qu'ils racontent quand même une histoire. Pour faire parler la peinture abstraite, j'ai eu du mal. Je sais à force, ça fait 4 ans, je vais régulièrement à la Fondation Artaud, je descends dans les archives, je feuillette les catalogues, je regarde les toiles, on sort les toiles, je suis devant les dessins, je sors les boîtes de dessins d'enfants, je les étale tous, je vais dormir, je reviens le lendemain. Tout ça. Oui, je m'imprègne. Et puis bon, j'ai eu des intuitions. Sandrard s'est vu très très tôt. L'intuition Sandrard et ce parallèle, notamment, j'espère que j'aurai le temps d'aller jusqu'à la rancœur quand même contre ceux qui ne sont pas engagés, parce que ça fait partie aussi du fait qu'on ne peut pas en parler, que c'est insoutenable. Enfin, la rancœur. Hartung garda de l'expérience de la guerre un sentiment ironique. C'est un historien de l'art qui parle. Hein. L'histoire de la guerre, un sentiment ironique, amer, distancié, une rancœur contre ces grands types, je cite Sandra, Hartung, contre ces grands types, mais Sandra, c'est exactement pareil, contre ces grands types qui criaient et qui faisaient des grands discours, les surréalistes et compagnie, dont je n'ai pas vu un seul qui soit allé au front. Cette amertume a traversé toute la seconde partie de sa vie. Elle est celle de l'artiste de l'engagement, du beau geste, agir pour la beauté de l'action parce qu'elle contient une vérité en soi. C'est pas moi, hein, c'est un historien de l'art qui parle. Cela suppose un réel désintérêt, une certaine grandeur, une largeur et assurément un sens du sacrifice. Et les sacrifiés qui survivent possèdent paradoxalement l'amertume de ceux dont le sacrifice n'aura servi à rien, car à quoi sert un sacrifice si sa vie continue au milieu de ceux qui ont tourné le dos à l'action? Il y a beaucoup de passages où, notamment dans un entretien avec Laurence Bertrand d'Orléac, il raconte son amertume, sentiment d'avoir été floué contre ce que Sandra rappelle les embusqués de l'arrière. Les embusqués de l'arrière. Sandra, il n'est vraiment pas tendre avec eux, et Claude Roy postule que le silence de Sandra est lié à 2 interdits, je cite, 2 interdits qui sont liés, qui semble avoir pesé pour le fait de pouvoir parler de sa blessure. Hein. D'une part, l'impossibilité d'écrire sur la blessure personnelle et un bras qui ne lui appartient plus, donc il doit se défaire. Et de l'autre, l'insupportable ressentiment envers ceux qui n'ont pas combattu et subi le choc de la guerre. Donc voilà, je crois que ça vient ajouter au mutisme. Bon, et je ne veux pas trop... je vais aller peut-être un peu plus vite maintenant, on discute, mais il est en colère quand il rentre. Alors la colère, elle s'exprime dans certaines toiles, 48, mais pas si fréquente. Il y a une toile très en colère, très atypique dans sa construction centripète de 48, très atypique cette construction chez Hartung. Alors plus typique, mais un trait un peu énervé. C'est un pastel, donc vous ne le ressentez pas trop, mais la version
huile et pastel montrent mieux quelque chose dans le trait qui est quand même assez, quand on connaît des ballets plus élégants, plus souples, déliés, plus poétiques. Enfin, celle-ci est quand même un peu grinçante et un peu noire contre tous ceux qui sont restés à l'arrière. Ça, c'est une très belle toile parce que le fond de couleur, c'est d'abord le fond de couleur, le fond orange et jaune est fait en 39. Et les graffitis, l'écriture, caractérisent le style de Sandra sont faits en 45. Donc c'est un tableau qui relie 39 à 45. J'ai encore dit Sandra, mais je suis vraiment plein dans la confusion des identités. Il y a des toiles au contraire, beaucoup plus mélancoliques, avec un trait beaucoup plus fatigué, beaucoup plus asthénique. Une toile comme celle-ci, 47-28, 47-39, un trait qui alors évidemment, c'est toujours le problème de la production, hein, mais quand vous êtes devant la toile, vous voyez un homme là, un homme là. Alors là, il prend un peu de poil de la bête hein, et apparaît ce motif qui est un motif assez récurrent que sur la Fondation Hartung, quand on a brisé le tabou, on appelle la prison. Il faut vous dire qu'il a été emprisonné, hein, parce que quand il fuit le Lot, il passe en Espagne, il est tout de suite cueilli par la garde civile et il est emprisonné quand même 6 mois hein, avant d'être libéré sous couvert qu'il a directement à Sidi-Bel-Abbès. Sera engagé donc dans sa deuxième section de légionnaire. Donc il a donc fait de la prison. Voilà. Puis alors là, en 51, on commence à trouver une certaine paix. C'est les mêmes couleurs. On commence à trouver un certain équilibre, une certaine paix, même si ça reste encore très sombre. Alors il y a la variante en bleu, une toile à la fois rageuse mais très fatiguée, très asthénique, très lâche. Ça, c'est des traits qui ne ressemblent pas à un Hartung qu'on connaît très énergique, très incisif, très. Je peins comme l'éclair. Hein, bon, là, c'est quand même sans doute plus asthénique. Hein. Bon, là, une toile qui est saturée de marron, saturée de noir, saturée de prison. On peut penser aussi saturée de barbelé, parce que les barbelés font partie du décor de ces champs de bataille. Alors une forme, voilà, en version bleue, version jaune, version bleue, une forme plus apaisée. Plus apaisée, voilà. Donc tout ça, on est dans la 54. Hein, il faut 7 ans pour se remettre debout. Hein. Et, je vous les mets côte à côte pour que vous voyez les différentes touches, hein, l'énergie qui passe. Vous devez beaucoup mieux le sentir que les personnes, vous les psychomotriciens, sur ce qui passe dans cette énergie. Il faut 7 ans pour faire un schéma corporel. Parce qu'on estime que c'est à 7 ans que l'enfant a la représentation. Vous savez que toutes ces toiles sont horizontales après la guerre, et ce n'est qu'en 54 qui fait les premières verticales. Toutes ces toiles d'après-guerre sont horizontales. Ça, c'est une lettre d'un ami, Goetz, à qui on demande en 48. Vous avez connu Hartung avant, après, juste un passage. Hein. Nous sommes allés le prendre à la gare, nous avons trouvé notre ami bien vieilli et bien fatigué. Je l'ai trouvé pourtant beaucoup moins dur qu'avant la guerre, moins refoulé et de commerce plus facile. La guerre lui a appris la valeur des autres hommes et la compréhension tardive de ses contemporains lui permet d'occuper enfin la place que depuis de longue date il aurait dû avoir dans la peinture d'aujourd'hui. C'est un autre témoignage que je livre sur quels effets trauma de la guerre. Donc ça l'a rendu meilleur, hein, moins dur. Un obsessionnel, je dis volontaire, puis alors quand sa femme lui dit mais écoute, tu peux pas, tu peins, elle est peintre aussi, hein, Nadia Bergman, hein, en 38, elle lui dit mais on vit dans la misère, on est à Montparnasse, viens, on va au moins en Espagne, ils ont déjà fait un voyage en Espagne, on va au moins en Espagne. Il lui dit non, c'est ma peinture ou toi, je pars. Voilà, donc il est pas tendre, quoi. Et puis il retombe amoureux, ce qui est très beau, c'est qu'il retombe amoureux après-guerre, et qu'ils font toute leur vie, et enfin elle va avoir sa maison au soleil, puisqu'ils vont faire une maison à Antibes.
Voilà. Donc un homme fatigué et un homme amer et un homme meilleur, moins dur. Ça, c'est des exercices qu'il fait en 42. Ça, il faut le voir vraiment comme Thomas Schlesser appelle ça des gammes. Il y a plein de feuillets, 200, 300, hein, je ne vais pas tous vous les montrer. Il fait des gammes sur d'écriture. On l'a souvent comparé à de l'écriture japonaise. Il est très fâché, parce que je ne suis pas penché sur l'écriture japonaise, la calligraphie japonaise, plus que ça. En plus, c'est beaucoup plus, à cette époque, beaucoup plus, vous voyez, zigzag du début, vous vous souvenez, hein, ça coupe, enfin c'est quand même, ça fait penser aussi au barbelé, je sais pas, enfin c'est quand même assez angulaire. Voilà. Le terme que je cherchais, c'est assez angulaire. Ça, c'est une photo de 59 qui montre que c'est un motif probablement le barbelé qui doit occuper son espace photographie faite par lui, hein, parce qu'il avait un Leica et il faisait beaucoup de photos. Il se sert des tas de 45, il se sert des tas de. Le motif du cœur est un motif qui revient ici ou là. Hein. Des personnages debout, on n'en verra plus, d'ici longtemps, mais si je vous les signale, ces personnages debout, c'est qu'on dirait vraiment du Gonzalez. Si vous avez du Gonzalez en tête, mais ces personnages debout avec les triangles qui les posent vraiment debout, 45, il a encore quelque chose qui est de la mémoire du geste des dessins qu'il faisait auprès de Gonzalez. Donc, c'est en fait des dessins qui sont très 38, hein, mais qui reproduit. Et ça, c'est très Gonzalez aussi. Et vous voyez que ce petit dessin-là, retenez-le, il l'a entouré. Vous voyez, aucun dessin n'est entouré. Celui-ci est entouré. Il est élu. Il est élu, ce sera une huile. Il fait des centaines de dessins. Ce sera une île, le dessin est élu. Il fait encore des petits essais, là. Très rare de trouver un peu de figuration, une paire de ciseaux ou un sexe d'homme, hein, à vous voir, ou les deux. Toujours dans cette idée d'un art un peu anguleux, un peu coupant, un peu découpé. Et 1945, sa première toile 45, ça va être le personnage debout, entouré, auquel il va adjoindre de manière très anthropomorphe quand même, hein, cet organe génital qui pourrait être une énième variation du peintre, parce qu'il est toujours dans la même position, avec le bras qui s'avance, mais après, il n'y a pas de tableau là. Mais c'est une œuvre très gonzalésienne, c'est la dernière œuvre verticale, 45, comme si vraiment c'était une œuvre de 38. J'insiste, elle est de 45-1, elle est faite en 45, en effet, mais c'est une œuvre qui dit adieu à l'avant-guerre. Mais c'est sa manière, tout comme le tableau de 38, fond peint en 38, récupéré en 45, c'est sa manière de faire la soudure, c'est sa manière de faire la jonction. Et ce tableau est le dernier vertical qu'il fera avant 7 ans. Là, il est amputé. Là, il est amputé. Vous le voyez? Non. Non, mais oui. Tu as parlé de ciseaux oui, et de sexe. Oui. Ben, je sais pas, enfin, on ne peut pas ne pas le voir. Là, pour le coup, hein, là, c'est la comparaison. Oui. Et puis, tire quand même, avant ça dépend. Gauche. Et alors, la fente, tu l'as interprétée comment? Alors, la fente, je ne suis pas sûr. Elle est très polysémique, la fente. On l'a vu comme métonymie de la jambe coupée. On le voit beaucoup dans ce que je vois comme personnage féminin. Je ne sais pas, je ne me rends pas compte jusqu'où on va débattre, discuter. Brigitte, parce qu'on n'a pas donné la parole à tous ceux qui sont derrière l'écran. Oui. Oui, je pense que je me permets d'intervenir, c'est bien de donner la parole aussi Oui. à la salle en haut virtuelle, si vous souhaitez engager la discussion. Voilà. Oui, alors comment on voit s'il y en a qui lèvent la main En fait, il suffit de lever la main. Il y a une petite icône en Teams où il suffit de lever la main. Ça fait une petite main jaune. Ok. Ceux qui souhaitent lever la main le peuvent. Parce qu'en fait, c'est lorsque vous discutez dans la salle en bas, ce serait bien de vous identifier parce que pour ceux qui sont en visio, c'est assez compliqué en fait. Oui, tu as raison. C'est-à-dire quand il y a des questions, qu'on s'identifie, tu as raison. Oui, et peut-être vous mettre un peu plus près de la caméra.
pour poser vos questions de façon à ce que tous ceux qui sont en visio puissent participer aussi. Ben là, tu es à l'écran, Oui. pour le coup, Florence. Et je me vois. C'est Florence, c'est Alexandre. Nous sont dédoublés, là. Voilà. Regardez ça. Allez, débat alors. Alors, c'est moi qui dois démarrer le débat. Allez, je démarre. Regardez à quoi m'a fait penser le tableau avec la jambe de bois. Oui. Vous voyez cet arbre. Oui. Oui. Alors, moi, j'associe librement, hein, franchement. Oui. Parce que, évidemment, je ne suis pas suffisamment connaisseuse de Hartung. Ça, c'est extrait de ce livre. Je me permets d'ailleurs de le donner à l'ensemble des participants. Ça s'appelle Déflagration. C'est un ouvrage qui a fait l'objet, enfin, qui fait suite à plusieurs expositions qui se sont tenues à Strasbourg, à Lyon, à Marseille, entre autres, à propos de dessins d'enfants pendant la guerre. Dessins d'enfants, guerre d'adultes. Et je pensais au dessin d'enfants de Hartung que tu as montré, Yves. Et je montre alors, celui-là, c'est un dessin qui a été réalisé par un enfant au camp de concentration de Térésine le 19 avril 1944 par Blanka Metzlova, qui était née en octobre 31. Et donc, je vous montre un autre qui m'a fait penser au dessin d'Hartung, bon, beaucoup plus coloré, bien sûr. Il y en a d'autres, je ne sais pas si ça passe bien, mais... Oui, on voit. Ouais. Voilà, où il y a, pour reprendre le rouge, hein, qui ne reprendra pas après, ici on voit bien, hein, les feux des bombardements qui sont représentés. Ça ressemble beaucoup au dessin d'enfant d'Hartung. D'autres encore, hein, dans l'ouvrage, je rappelle un petit peu ce qu'il a pu faire en noir et blanc, comme il a fait les Zeppelin, les avions. Oui, hein, oui. Étonnant, hein. Oui. Et sans vouloir être trop psychiatre, hein, on a l'impression quand même qu'il y a beaucoup de choses de son enfance là, traumatisées qui reviennent après, ensuite, comme un leitmotiv dans toutes ses œuvres, hein, d'adultes. De la Première Guerre mondiale. Oui, bien sûr. Oui. Voilà mon premier commentaire. Et si je voudrais dire quelque chose, parce que je ne sais pas si les collègues qui sont là ou les amis, moi j'ai trouvé assez émouvant que nous fassions aujourd'hui cette agora sur ce peintre qui a été amputé, a perdu sa jambe, alors que notre amie Françoise est maintenant membre honorifique d'Alter, mais membre fondateur, a été amputé à la fin de sa vie d'une jambe qui a été traumatisée tout le long de son existence et qui est très douloureuse, dans les suites quand même d'un attentat. Là, je voulais dire que c'était très bien qu'à Alter, nous ayons pu avoir cette conférence aujourd'hui. Je te remercie, Yves, parce que c'était très beau, très poétique, très intéressant. Et on voit qu'il y a des années de travail. Hein. Moi, je ne m'aventurerai pas sur mes projections, hein, sur les œuvres de Hartung, parce que chacun doit avoir les siennes propres et c'est assez compliqué d'analyser une œuvre à ce niveau-là. Alors, je suis quand même preneur de renfort, hein, parce que si vous avez des moi, je peux me lancer, hein, ça ne me yeux. dérange pas. Alors moi, ce qui m'a sauté aux yeux, comme tu l'as dit, quand même, hein, à la fois l'effet de l'amputation, castration, il semblait que ça revient tout le temps comme un leitmotiv, mais ça, c'est le regard du psychanalyste déformé aussi. Hein. Des sexes féminins, j'en ai vu partout. Alors, je sais pas, je me suis dit, oh là là, il y a effectivement des sexes masculins, mais j'ai vu beaucoup de sexes féminins, donc la jambe, hein. La jambe, moi, je voyais à la fois la jambe coupée, le sexe féminin, la castration. Enfin, bon, je vais peut-être un peu loin, hein, je ne sais rien. Enfin, je te donne mes interprétations comme ça, a cappella, n'étant pas du tout une connaisseuse de cette peinture. Hein.
Mais surtout, c'est cette évocation de la similitude avec les dessins d'enfants et de tout cet art qui a commencé dans l'entre-deux-guerres de Miro, qui a quand même trait aux dessins d'enfants. Et on ne peut pas ne pas le rapporter à des enfants qui ont vécu des choses traumatiques liées à la guerre. Hein. Merci beaucoup. Je vais me plonger dans cet ouvrage. Merci. Oui. Merci, Florence. Est-ce qu'il y a d'autres par écrit? Par écrit. C'est surtout des gens qui s'en vont. 21, lève la main. 21. Alors, participants 21. Il y a Geneviève qui a levé la main. Alors, non, c'est participe à la réunion. C'est Geneviève, oui. Oui, bonjour Yves et bonjour tout le monde. Moi, il y a bonjour Geneviève. Bonjour Florence et Brigitte et tout le monde. Je ne sais pas si j'ai très bien compris, Yves, ce que tu voulais dire quand tu voulais dire qu'il y avait comme une sorte de prémonition de la jambe qui allait être amputée. Si on admet ton idée qu'il y a une sorte de prémonition, comment tu l'expliques? Prémonition, c'est toi qui le prononces. Hein. Je dis précession, je suis mal à l'aise. Hein. Alors disons, quel que soit le mot, comment tu l'expliquerais? Je suis très mal à l'aise. Je ne m'explique que par enfin, à ce stade, aujourd'hui, sûrement que dans l'après-coup de d'autres rencontres, j'aurai d'autres idées, mais à ce stade aujourd'hui, je ne vois qu'un petit garçon qui à 10 ans, entend parler de la guerre, assimile cet engagement paternel héroïque au service de la patrie comme un devoir d'honneur, quelque chose qui s'inscrit à ce moment-là, puisqu'il y a quelques lettres où il dit, d'ailleurs c'est amusant parce qu'il dit « mon père a fait comme moi », dans une inversion, hein. Quand il rapproche l'engagement à la Légion et le fait de quitter la Suisse pour l'Allemagne en 14, alors qu'il dit il était très bien payé en Suisse, on serait resté en Suisse, on serait devenu suisse et on n'aurait pas eu toute cette histoire. Donc, il pense à cet autre destin hein, qui aurait pu être le sien dans une autre vie, si le père était resté en Suisse, qu'il avait été dans une nation neutre, la Suisse où vient se réfugier Kandinsky, Malevich, qui en tant que russe avec la Révolution fuit. Il aurait, je crois qu'il peut avoir imaginé une vie si le père n'avait pas choisi l'Allemagne en 14 et qui fait qu'il ne peut que choisir la France en 39. Enfin, alors, sur l'amputation de la jambe, je pense qu'il faut se méfier des effets de reconstruction, de causalité rétrospective, où j'ai été trouvé dans les archives cette plaque gélatino-argentique, mais comme c'était le thème de notre conférence aujourd'hui, j'ai trouvé que quand même, comme il utilise peu le rouge, que cette plaque est un objet vraiment un ovni dans sa production et qu'on a cette jambe blanche très bien soulignée par Jean-Marc et cette jambe cicatrisée, je ne sais pas. Maintenant, j'ai peut-être d'autres collègues qui auront l'idée je ne sais pas, est-ce qu'il y a un désir d'amputation préalable? Est-ce qu'il y a je n'en sais rien. Ça me laisse perplexe. Hein. Cliniquement, on voit. Il y a une relation peur hein, quand même. Pour la prémonition, il y a un texte de Freud qui est très joli là-dessus. Dans, je crois, Résultat, idées, problèmes, c'est un petit texte pour trouver. Alors je le dis parce que je m'y suis énormément intéressée en rapport avec le psychotraumatisme, puisque beaucoup de victimes rapportent des sortes de prémonitions, reconstruisent des prémonitions. Reconstruisent. Voilà. Et je crois que c'est une hypothèse intéressante, c'est-à-dire que la prémonition serait comme une défense qui arrive après le traumatisme. Oui, c'est-à-dire qu'on a déjà lu et compris à travers un certain nombre de travaux que ce qui peut faire trauma, c'est que la réalité confirme un fantasme ancien. Tout à fait. Tout à fait. Et le fantasme vient reconstruire une idée de la réalité après coup, enfin, d'une certaine façon, après le traumatisme, dans le corps. Ça, je crois que c'est vraiment intéressant oui. à réfléchir.
Ça peut prendre différentes formes dans le corps, ou même des fantasmes, hein, des fantaisies, des réorganisations. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Pour le rouge, là, je pensais aussi, après je me tairai. Pour le rouge, je pensais que le dessin d'enfant où l'Allemand est à terre, n'est-ce pas? Il est mort, hein. Il y a le Françoise debout, je crois, j'ai vu. L'Allemand à terre Non. avec son... Non? Non, c'est un Françoise Français aussi. Un Français qui rentre. Non. C'est un Français qui C'est un rentre. Français qui rampe. Oui. Et il y a marqué un Français à terre, enfin, Oui. comme s'il était presque mort, Mais, quoi. mais Hein. il a une mitraillette. Lui, c'est un Français avec sa mitraillette, alors. Hein. Donc, on ne sait pas. D'accord. Et c'est curieux que le rouge ait disparu ensuite. Hein. Alors, c'est pas vrai. Enfin, ce sera l'objet d'une autre conférence parce que j'avais parti sur le rouge. Mais puis alors, le rouge, on tombe sur des trucs énormes. Le rouge, dès qu'il y a du rouge dans le tableau, c'est très énorme. Mais on va laisser la place aux questions. Geneviève, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, j'avais une autre question. On sait, et ça, peut-être que les psychomotriciens là dans la salle pourront aider. Quand un membre est amputé, il y a ce qu'on appelle les sensations de membres fantômes. Est-ce que tu as pu avoir un aperçu dans les correspondances ou comme ça en regardant les documents que tu as pu voir, comprendre s'il avait eu des sensations de membres fantômes? Aucune. C'est le moignon qui lui fait mal. Il change plusieurs fois de prothèse. C'est ça le membre fantôme. C'est le moignon. C'est le moignon? Le membre fantôme, c'est Alexandrine Saint-Casse, oui, je présente. Oui. Le membre fantôme, il tient une place très très importante. Alors effectivement, psychomotricité, c'est un texte fondateur dans la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, dans ce texte, donc qui sort en 1945, attribue une partie très très importante aux membres fantômes et qui est très intéressante parce que donc, du point de vue phénoménologique, je vais dire ça de mémoire, donc par avant, mais du point de vue phénoménologique, il présente les membres fantômes non pas comme le souvenir. Alors, il y a une histoire de souvenir du membre qui n'est plus, mais c'est surtout le souvenir du moment où c'est douloureux. Et c'est la douleur de l'amputation que la personne garderait en mémoire. Et après, il y a tout le développement sur la temporalité. Donc, il prend ça comme, d'une part, l'importance de la perception du corps dans la relation au corps propre et la construction du corps propre, le corps propre comme une construction faite de perception, et d'autre part, comme une construction temporelle. Et quand l'événement est trop traumatique, la temporalité, le temps ne peut plus faire son effet. Et donc, c'est la douleur, ce qui reste, c'est la douleur. Ça, c'est ce que nous dit Merleau-Ponty. D'un point de vue neurophysiologique, actuellement sur le membre fantôme, ce que nous dit, c'est que donc il y a le schéma corporel qui est le double de nous-mêmes au niveau du cerveau. Et quand il y a une amputation, et hélas, actuellement, on travaille beaucoup, enfin, notamment j'ai mes collègues suisses qui font un très, très beau travail à Tahiti, où il y a beaucoup de... Haïti, pardon, où il y a beaucoup de personnes, hélas, qui sont amputées et qui vraiment développent des choses très intéressantes pour elles. Et le cerveau va comme remplacer l'absence de sensation. C'est-à-dire que quand il y a une amputation, et c'est un phénomène qui est tout à fait particulier. Si vous avez par exemple une amputation ou une perte de perception, on le retrouve aussi chez les hémiplégiques au niveau du doigt, là, et qu'on vous touche le petit doigt à ce moment-là, ou qu'on touche le moignon, la personne va le sentir au niveau du cou. C'est-à-dire que le cerveau va remplacer la sensation par une autre sensation. Et on peut le voir aussi dans les œuvres que vous nous avez montrées. On peut voir aussi parfois les ronds, comme du vide, mais aussi du remplacement. C'est à la fois du vide, il y a à la fois un vécu de vide et de remplacement. C'est très, très rapide. Donc voilà rapidement ce que je peux dire sur le membre fantôme. Mais le texte de Merleau-Ponty dans Phénoménologie de la perception,
sur le membre fantôme est extrêmement, extrêmement intéressant. Oui. Mais alors, bon, cliniquement, vous êtes beaucoup plus à même de m'en juger que moi, mais pour moi, un membre fantôme, ça aurait été un Hartung qui aurait eu des douleurs de pied, un membre amputé. Oui. Mais c'est pas ce que je dis. C'est le frottement de sa prothèse qui lui fait mal. Et quand il change la prothèse, c'est l'appui. Quand il l'enlève. Quand il l'enlève, il est soulagé. Donc, c'est pas qu'il a mal dans un pied fantôme qu'il n'a plus. Pour moi, c'est ça le membre fantôme. C'est qu'il a mal à la jonction de la prothèse et de la chair. Quoi. Oui. Voilà. Au moignon. Et à la trace de la douleur, puisqu'en plus, je crois qu'il avait été très peu endormi au moment de l'amputation. Oui. Oui. Donc, il y a peut-être une trace traumatique, justement, qui déborde. Oui. Et puis, quand dans le titre, tu parlais du peintre gestuel, et effectivement, Hartung a beaucoup cultivé, oui, pardon, Brigitte Rémy, je ne suis pas présentée, a beaucoup cultivé le geste, et il a fait des films sur lui-même peignant avec cette vigueur que tu montrais. Ça date de quand, ça, cette Alors, on a un petit bijou, c'est Alain Resnais, qui sort de l'IDEC, qui est un jeune cinéaste de 27 ans, et qui, en 1947, a filmé Hartung faisant une toile. Mais alors, pour ce qui est des documents, Hartung a un souci qui n'est pas une obsession, mais enfin qui pourrait peut-être être interprété comme tel. On n'a pas de photos, alors qu'il y a beaucoup d'archives, on n'a pas de photos où on voit le pantalon vide, où il est toujours très élégant, il pose de telle manière, et le cadrage d'Alain Resnais dans ce film, ça s'appelle Hartung peintre, je crois, on ne descend pas en dessous du bassin. Non. Parce qu'on le voit de dos faire ce geste comme ça volontaire. Oui. Et quand il devient célèbre, à partir de 60, il a le Grand Prix de la Biennale de Venise, il devient très célèbre, alors il vend 1 million pour le coup, il y a plein d'émissions de télé, c'est toujours pareil, on le voit toujours aussi vigoureux, mais on ne le voit pas affaibli. Ce n'est qu'à la fin qu'il acceptera d'être filmé dans son fauteuil roulant. Mais alors là, il a quasiment plus de force, on lui met une sulfateuse à la main, et s'il n'a plus la force de soulever des instruments lourds, c'est l'étoile de la fin. C'est pourquoi tu l'appelles le peintre gestuel. Oui, parce que c'est aussi les historiens de l'art. Vous savez, il y a l'abstraction lyrique, la action painting pour les Américains, peinture gestuelle pour les Européens, abstraction lyrique pour l'opposé à l'abstraction géométrique. Il y a plein de terminologies. Mais en tout cas, lui, quand il se définit avec Soulages, son ami, il dit « Nous sommes des peintres gestuels, on fait parler de gestes ». Donc, c'est sa revendication, officielle du geste. Oui. Il s'assigne lui-même à être un peintre gestuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions, nos amis du Zoom, du Teams, pardon? Oui, moi je voulais. Fanny, oui? Oui, bonjour, excusez-moi. Moi, c'était juste quelque chose que j'ai trouvé très intéressant au niveau du coup, de toutes les œuvres qu'on a pu voir de Hartung. Alors, je ne sais pas si c'est une impression ou pas, je ne sais pas du tout. Mais j'ai pu avoir l'impression que dans le début de ses œuvres, on voit qu'il y a quand même beaucoup de représentations humaines. Et à partir du moment où il y a l'amputation, il y a cette représentation humaine qui disparaît complètement de ces tableaux. Alors, je ne sais pas si plus tard, ça réapparaît un peu plus ou pas, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir l'évolution justement de ces tableaux par rapport à ça. Alors, il y a vraiment, j'insiste, il y a un biais de sélection. Hein. J'ai sélectionné vraiment une partie, et notamment toute la généalogie de l'artiste à son chevalet. C'était une toute petite trace d'Hartung. Alors, c'est vrai qu'il commence vraiment à être figuratif, encore que ses premières œuvres, ce soit de l'abstrait, vraiment, il a 18-20 ans, en tout cas, il les a a posteriori reconnus, et l'histoire de l'art les a reconnus comme des toiles abstraites qui sont très précoces dans l'histoire de l'art. 22, 24, 26, c'est des poutres, c'est des barres, c'est des... Voilà. Mais ça, c'est effectivement une causalité rétrospective qui, en 75, fait qu'on édite ces aquarelles de 22. Mais sinon, il apprend la peinture dans des académies. Donc,
il fait des nus, il peint des corps, il copie Dolde, il s'inspire de l'expressionnisme allemand, il copie Gréco. Bien sûr qu'il commence avec un peu de figure. Et c'est vrai que très vite, il abandonne, enfin, il refuse d'être assimilé. De toute façon, il refuse tout. Il refuse d'être assimilé aux surréalistes, il refuse d'être assimilé aux abstraits géométriques, il refuse d'être assimilé aux partis politiques. Il a plein d'amis qui s'engagent chez ses amis peintres allemands de Dresde, chez les communistes, et qui vont se battre poussés par la révolution russe en Allemagne. Lui, vraiment, et du coup, il a un parcours un peu singulier, mais quand même, il sera très attaché à ne faire que de l'abstrait. Donc, ce que je vous ai montré, vous voyez, c'est pas tous les jours qu'on trouve quand même un personnage facile à voir, à découvrir dans l'œuvre de Hartung. Il faut se... Ouais. Geneviève, et puis Jean-Marc. Geneviève? Oh là là, moi je pourrais poser des milliers de questions là, parce que c'était tellement intéressant. Mais ce qui me venait à l'esprit pour être un peu plus près du thème de Alter, je pensais à ces expériences actuelles où pour que quelqu'un justement puisse avoir la sensation de ne pas avoir perdu un membre, on place un miroir. Enfin, mettons, c'est le bras droit qui a disparu, qui a été amputé, et on place un miroir qui fait que dans le miroir, la personne voit une image de bras droit. C'est ça, on trompe le cerveau. On trompe le cerveau. Et donc, je me demandais, à travers les œuvres que tu nous as présentées et qui vont dans le sens d'un lien possible avec le trauma, si on ne pourrait pas considérer qu'une partie de l'activité de peintre de Hartung est une espèce de façon comme de se reconstituer un corps entier. Bon, il va y avoir un livre, donc Geneviève, je te l'enverrai. Je te promets d'essayer de ne pas oublier de te l'envoyer. Donc avant la fin 23, là, je ne peux plus reculer. Le premier chapitre, c'est tout le schéma corporel de Hartung. Ah. Alors, c'est évidemment très ancré dans ce qu'on connaît aujourd'hui des neurosciences et de la neurophysiologie. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la peinture gestuelle, il a expérimenté, parce que bon, il y a quand même la question, qu'est-ce qu'un geste? Qu'est-ce qu'un geste? Vous connaissez la phrase de Wittgenstein, hein? Que reste-t-il du fait que mon bras est levé si je soustrais le fait que mon bras se lève? Question posée en 1945. Wittgenstein 1945, qu'est-ce que c'est qu'un geste? Bon, il y a l'intention du geste, il y a l'intention préalable au geste, il y a l'intention motrice du geste, il y a le geste automatique, le geste contrôlé, le geste volontaire, le geste involontaire. Tout ça, c'est des découpages aujourd'hui qui sont précis et qui ne recoupent pas conscient-inconscient. Hein. C'est d'autres frontières. Hein. Et les neurologues nous apprennent beaucoup là-dessus. Donc, sur la question du schéma corporel, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Hartung. Mais ce qui est vrai, c'est que, et ça, mon exposé a fait complètement l'impasse, c'est que son autre passion de jeunesse, bon, il voulait être musicien, mais bon, il est dans une famille allemande, tout le monde joue de la musique, la mère joue de la musique, la mère joue du piano, la mère adore Wagner. Il veut être musicien. Pendant très longtemps, dans des carnets, la peinture ne l'intéresse pas, il veut faire de la musique. Mais aussi, il voulait aussi étudier les astres. Et il se construit à 16 ans un télescope où on va dire la pulsion scopique est déjà là. Il passe des nuits à regarder les étoiles. Et il reste ensuite complètement scotché sur les découvertes du XXe siècle, sur l'infiniment petit et l'infiniment grand et le cosmos. Et alors, je ne te dis pas l'excitation du couple Anna Bergman-Hartung quand l'homme se pose sur la Lune en 69. Ils sont en pleine possession de leurs moyens. Elle, vous verrez au musée d'art moderne de la ville de Paris, elle peint des lunes extraordinaires en 70. Enfin, ça fait rêver les artistes. C'est une conquête qui, à ce moment-là, est perçue comme exclusivement positive. Bref, tout ça, le cosmos, il y reste toute sa vie extrêmement lié. Il y a beaucoup de toiles, et celles de la fin sont très belles, justement, parce qu'il pulvérise de la peinture, mais il pulvérise, il fait un cosmos. Enfin, et beaucoup les historiens d'art ont dit à Hartung, c'est de la peinture gestuelle où le peintre s'est dilué dans la matière
et son corps s'est diffracté dans la peinture à tel point que il n'a fait qu'un avec le cosmos. Voilà. Donc ça j'en ai pas du tout parlé, je ne vous ai pas montré les œuvres, mais pour ça, il faut aller visiter la Fondation Hartung à Antibes si vous y passez. Elle est ouverte maintenant tous les jours du lundi au vendredi. À partir du 1er mai. À partir du 1er mai. Dans la construction du schéma corporel, ce garçon, très tôt, il s'est vu dans les étoiles. Et ce qui est très beau, c'est que Sandra, vous savez que à chaque fois qu'il voyait Orion, il disait c'est ma main. Orion ressemble à une main. Et tout le long de sa carrière, il dit Orion, ma main, Orion, ma main. Donc les étoiles, le cosmos fait partie de son corps propre, vraiment. Et ça se voit dans ses Ouais. Ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis parce que ce matin, j'ai vu un patient de Guinée-Conakry qui a été torturé et qui est maintenant en exil et qui n'a aucune nouvelle de son père depuis 8 ans et probablement que sa mère lui cache que le père est mort. Et il disait ce matin une phrase qui m'a saisie. Quand je commence à penser à mon père, ma pensée se dissout comme le sucre dans l'eau. Donc, j'associe ça sur cette espèce de dilution ou de pulvérisation dans le cosmos, qui est peut-être un mécanisme antitraumatique au long cours, qui n'est pas vraiment un deuil, mais qui est quelque chose qui a à voir avec la dissolution de la pensée. Et je trouve que ce que tu nous dis de ce peintre et ce que tu nous en as montré nous parle beaucoup par rapport au traumatisme. Oui. Merci. Merci Geneviève. Il y avait deux petites choses. Alors, j'ai un SMS de Sabine qui m'indique avoir posé une question dans le chat. On l'a pas oui. On va chercher. Entre-temps, point de question de Jean-Marc. Ouais, alors, oui. Pour rebondir d'ailleurs sur ce qu'a dit Geneviève, c'est une pensée un peu pas encore tout à fait clarifiée, mais moi je me reste dans le fait peut-être de cette prémonition, enfin, etc. Peut-être pas forcément du plan générationnel, mais enfin une relation à son père complexe, parce que le père s'engage dans l'armée allemande et lui va s'engager dans l'armée d'en face, quitte à tuer son père. Quoi. Mais voilà, elle dit, il regarde le cosmos pour se diluer dans le cosmos comme on peut se dissocier pour retrouver ses sensations post-traumatiques immédiates, enfin, etc. Et moi, je me suis demandé si, en fin de compte, il part à l'armée, alors que ce n'est pas dans son... S'il n'est pas traumatisé d'avant, il part à l'armée, il a un acte héroïque, parce que c'est quand même un acte héroïque, et il est amputé. Un acte héroïque, on sait que c'est, les 3 quarts du temps, un acte dissociatif. C'est un acte automatique, d'autant que il va sous les bombes aller sauver quelqu'un, etc. Et il dira, sinon tout ça ne servi à rien, enfin bon, il est mort quand même. Est-ce qu'en fait, on n'est pas dans une dynamique presque d'automutilation, comme les automutilations peuvent être un peu pas réparatrices, mais en tous les cas, atténuatrices de la douleur morale du trauma. Ça me parle. Tu vois? Oui, et il y a Ça me parle. Ça me parle. Il y a des télescopes là, dans toutes les lignes, là, dans les tableaux, je trouve. Alors, ah oui, tu vois des télescopes diagonales. Oui, tu verras. Alors, Sabine nous dit, et elle cite effectivement quelque chose de l'enfance de peut-être qu'en lieu et place de la prémonition, nous pourrions faire l'hypothèse d'une conjuration. En effet, enfant, Hartung dessinait des éclairs avant même qu'ils surviennent, comme pour les conjurer, disait-il. Et quand on sait qu'il cherchait, y compris dans sa pratique de la photographie, à capturer les fragments du réel, à chercher ses intuitions d'abstraction dans le monde environnant, il y a peut-être déjà une obsession de la fragmentation et j'oserais dire les fractions. C'est la fin, là, il n'y a pas de... Non. Et j'oserais dire, voilà. On poursuit. Sabine Cariou est psychologue à Toulouse. Merci Sabine, oui. Merci Sabine, je retiens une conjuration. Une conjuration, oui. Et une obsession de la fragmentation et des fractions. Oui. Je garde toutes ces idées, oui, merci. Je suis en cours d'écriture, donc ça va me nourrir. Florence, conjuration, fragmentation. Oui, Florence, elle veut conclure.
Comment, Brigitte? On peut conclure parce que je crois qu'on est. C'est à moi que tu parles? Oui, Oui, je peux conclure si vous voulez. Ou je peux te laisser le soin de le faire, Brigitte ou Alexandrine. Mais... Bon, bah, écoutez, oui, Alexandrine, je te laisse le soin de le faire parce que ça toujours un peu. On a déjà annoncé la prochaine conférence du 8 juin avec Pablo, le marionnettiste. On a annoncé. Et le 13 novembre aussi. Parfait. Bon, en tous les cas, moi j'ai envie de dire qu'on était enchantés là, à la fois par cette peinture formidable et puis ta façon de magnifier les choses, moi je trouve toujours, et de les faire fleurir et puis aussi d'être vraiment en interaction avec nous tous. On était ravis. J'aurais fallu que ça dure 3 heures de plus. Moi, je peux. 10 heures. Je peux 2 heures de plus, je peux. Il faudrait que tu fasses une conférence, que tu nous préviennes avant. Mais il y en aura beaucoup dans les suites d'apparition du livre. Je tiens à Déjà le livre, par on Brigitte. va peut-être retrouver dans le livre. Voilà, ouais, d'accord. Par Brigitte, vous serez au courant de la formation Artoum. Merci. Merci. Merci pour votre travail de recherche. Merci. Voilà. Bravo. Sabine Bravo, merci. Merci à tous ceux qui se sont branchés ce soir. Merci. Et donc, nous continuons les travaux d'Alter. Et désolée de ne pas être avec vous. Je regrette beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci À beaucoup. bientôt. Au revoir. Au revoir à Au tous. Au revoir. Au revoir. revoir tout le monde. Au revoir Sabine, à bientôt. Au revoir. Au revoir.